Le virtuel est en réalité très matériel. C'est le grand angle de ce vendredi 15 octobre. En 1996, John Perry Barlow écrivait la Déclaration d'indépendance du cyberespace. Les pionniers du net l'imaginaient comme un réseau immatériel détaché des contraintes physiques et politiques du monde réel. 2021, bienvenue dans le monde hyper connecté et globalisé. Des mails comme s'il en pleuvait, des likes jusqu'au bout de la nuit, des séries en streaming. Mais quel est le coût d'un courriel et quelle est son empreinte? Le virtuel est en réalité très matériel. C'est notre grand angle. Avec vous, Guillaume Pitron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous signez une nouvelle enquête sur les coulisses des technologies digitales. L'enfer numérique voyage au bout d'un like aux éditions Les Liens qui libèrent. Et avec nous depuis Genève, Solange Guernauty, vous dirigez le Swiss Cyber Security Advisory and Research Group à l'Université de Lausanne. Bienvenue à vous aussi. Admettons que je vous envoie un mail à tous les deux. Sur la route entre mon téléphone et votre ordinateur, que se passe-t-il? Eh bien, une débauche de pollution, comme nous l'explique Mévalo. Vous l'ignorez peut-être, mais sur les réseaux sociaux, ça pollue. Car à chaque petite main bienveillante envoyée, c'est une gigantesque logistique qui se met en branle. Partie de votre ordinateur ou téléphone, l'icône rejoint votre box internet ou votre antenne 4G, avant d'être réceptionnée, stockée dans de gigantesques centres de données, pour être enfin retransmise au destinataire. Des milliers de kilomètres parcourus en un instant et énormément d'énergie consommée. C'est pareil pour les mails. Un seul message avec pièce jointe équivaut à une ampoule de 24 watts allumée pendant 1 heure. Avec environ 300 milliards de mails partagés chaque jour dans le monde, la facture est salée. Internet, c'est 10% de la consommation électrique mondiale et près de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Surfer sur la toile réchauffe la planète, comme la fabrication des outils qui nous permettent d'y accéder. Un ordinateur fixe, par exemple, nécessite 240 kg de combustible fossile, comme le charbon ou le pétrole. Pour une puce de 2 grammes, c'est plus de 30 kg de matières premières. Des ressources loin d'être inépuisables et des pratiques au quotidien difficiles à changer. Pourtant, il y a urgence. Selon des experts, si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Alors, ces chiffres donnent le tournis, c'est pourtant peu connu du grand public. Comment vous l'expliquez, Guillaume Pitron? C'est peu connu du grand public pour la raison que vous avez évoquée au début, c'est-à-dire que les pionniers du net imaginaient Internet comme un espace dématérialisé, affranchi des contraintes matérielles. Et donc, littéralement, John Perry Barlow écrit « Dans votre monde, il y a de la matière, mais dans le nôtre, il n'y a pas de matière. Et donc, nous allons être beaucoup plus libres de dire ce que l'on veut et de nous organiser comme on le veut. » Non, je pense qu'il le croyait vraiment. Je pense qu'il n'était pas... Mais aujourd'hui, c'est de la com. Aujourd'hui, c'est de la com. Aujourd'hui, parler du cloud, le fameux nuage intouchable dans lequel nos données sont stockées, parler de virtualisation de nos existences, même parler de salles blanches dans lesquelles on fabrique les puces, parce que les salles sont propres, donc on parle de salles blanches, mais tout ça, ça revêt aussi un peu de com, et notamment le fameux nuage, et donc en fait on est embrouillé par cette image de quelque chose d'immatériel, alors qu'en fait c'est absolument pas immatériel. Solange Guernauty, est-ce qu'on arrive à estimer par exemple le prix, le coût d'un courriel ? Alors certainement, mais je crois aussi dans cette invisibilité du coût des ressources et de la consommation que nous pouvons faire du numérique. C'est grandement amplifié par le fait que nous sommes en communication mobile avec un réseau qui semble immatériel. Et du fait qu'on n'ait pas de fil à la patte, on imagine qu'il n'y a effectivement pas de lien, pas d'infrastructure. Et toute l'infrastructure matérielle est cachée à l'internaute qui ne voit que la partie visible de l'iceberg. C'est l'interface de communication sur son téléphone ou son ordinateur. Là, vous êtes avec nous depuis Genève. On pollue en ce moment? Ah oui, énormément, mais c'est peut-être aussi pour la bonne cause, dirons-nous, pour pouvoir sensibiliser à ce problème de consommation. Et moi, dans ma démarche de cybersécurité, de mettre en œuvre des processus de sécurité, je m'intéresse au premier critère de sécurité, qui est la disponibilité, qui doit être assurée aussi dans le long terme. Et quand nous sommes dans une approche de développement de la société de l'information, et si possible une société durable, il faut prendre en considération tous ces paramètres de consommation, d'épuisement des ressources, afin de pouvoir être sûr, de pouvoir encore accéder à des services dans un futur proche. Guillaume Pitron, vous êtes allé voir les data centers de Facebook dans le nord de la Suède, en Laponie. Ça ressemble à quoi ?
Je n'ai pas pu rentrer dans ce data center de Facebook. Je suis rentré dans d'autres data centers, cela dit en Laponie. D'abord, c'est très protégé. On ne rentre pas dans un data center comme dans un moulin. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on voit de gigantesques entrepôts avec ces rangées de serveurs organisés de façon extrêmement coupée au cordeau. Un bruit, en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est le bruit, parce que chaque serveur émet un sifflement. Donc, vous avez des dizaines de milliers de serveurs. C'est comme si vous étiez rentré dans une ruche. Voilà un peu sensoriellement qu'est-ce que j'ai ressenti lorsque je suis rentré dans un data center. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que Internet émettait un bruit, qu'on pouvait écouter et entendre Internet. On dénombrait 19 milliards d'objets connectés en 2019. On devrait passer à près de 50 milliards à 2025. La masse mondiale de déchets d'équipements électriques et électroniques est estimée à plus de 50 millions de tonnes. Moins de 20% seraient recyclés. Solange Guernatier, il y a toute une écologie de la donnée à laquelle on peut réfléchir. Mais en effet, plus on va capter des données, plus on devra mettre en place des traitements, plus on aura besoin d'infrastructures pour stocker ces informations, pour les traiter et les communiquer. Et donc, du coup, ça va avoir un coût écologique assez incroyable. D'où l'intérêt, d'une part aussi pour la protection des données, c'est de capter les données dont on a strictement besoin pour réaliser un service. Et ça permet aussi aux consommateurs de donner un consentement éclairé par rapport au traitement qui sera fait de ces données. Il faut donc se limiter dans nos pratiques, dans des usages pour justement avoir cette approche à plus long terme et préserver au mieux les ressources de la planète qui sont des ressources finies. Et comment on se limite, comment on arrive à un peu de sobriété numérique ? Je pense déjà qu'il faut le vouloir, il faut avoir cette conscience de cet impact écologique du numérique. Et si on veut atteindre les objectifs du climat tels qu'ils sont fixés, il faudra s'intéresser d'une façon urgente à ces problèmes liés à la surconsommation du numérique. Et on voit bien que nous sommes dans une fuite en avant technologique où on nous incite à être tout le temps connectés et à avoir de plus en plus d'objets connectés. Et bien ça aussi, ça ne va pas être la solution sur le long terme. Donc il faut être en mesure de re-questionner nos approches et nos choix de société pour savoir quels critères privilégier pour pouvoir continuer à vivre dans un environnement plus serein. Mais ça, Guillaume Pitron, c'est pas du tout dans l'air du temps. C'est absolument pas l'air du temps. Et en plus, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne sommes qu'au début d'Internet. Nous sommes à l'âge préhistorique d'Internet. Si on se projette dans 10 ans, Internet ne sera pas du tout consommé de la même manière et on aura toujours plus de vie connectée autour de nous. Il y aura toujours plus d'objets connectés qui produiront plus de données. Les data centers vont être forcément toujours plus gros, même s'il y aura aussi des progrès technologiques. Et donc, en fait, parler aujourd'hui de sobriété, c'est presque un non-sens quand on voit en fait ce qui s'annonce devant nous, c'est-à-dire une connexion de tout partout, tout le temps, en permanence. La 5G, c'est une très mauvaise nouvelle de ce point de vue-là ? La 5G, c'est une merveilleuse nouvelle sur plein d'aspects. C'est peut-être aussi des technologies qui vont nous permettre de mieux modéliser les prochaines pandémies, de faire en sorte qu'il y ait davantage de services d'hôpitaux connectés, par exemple. Mais d'un point de vue strictement écologique, la 5G, non, ça va poser d'énormes sujets parce que ça va accélérer les usages. D'où la question qui est posée par Solange Guernatier, qui est parfaitement juste, qui est en fait, quel est le bon Internet ou quel mauvais Internet ? Quel est celui dont le coût écologique se justifie au regard du bien social humain que ça apporte, versus celui qui ne sert à rien. Mais on touche à des sujets qui sont complètement tabous puisqu'on parle d'une technologie qui nous rend hyper puissants et finalement fondamentalement libres. Or là, on parle de limitation. Tabou. C'est l'aspect politique de cette question-là. Solange Guernatier, est-ce qu'il faut revenir à la neutralité du web qui exclut la création d'un accès à Internet à plusieurs vitesses ? Vous y seriez favorable ? Non, en tous les cas, moi je voudrais rebondir sur le fait que plus on sera connecté, plus on sera piratable et plus on sera en situation de faiblesse. Donc il ne faut pas non plus ignorer d'autres questions géopolitiques d'importance. C'est celle qui est relative à la souveraineté numérique d'un État et celle à la capacité de pouvoir sécuriser et de défendre des territoires numériques. Et plus on sera connecté, plus ça sera difficile. Donc peut-être aussi, pour assurer ces objectifs de souveraineté et de cybersécurité et de cyberdéfense, on aura tout intérêt à penser notre développement de société avec beaucoup moins de numérique et en restreignant sur des applications critiques, sensibles et essentielles, récupérer que l'essentiel du numérique pour pouvoir être en sécurité et en stabilité dans notre monde. Donc si je vous comprends bien, vous êtes favorable à la neutralité du web ? C'est-à-dire que la neutralité est difficile à obtenir. La neutralité, pour le principe, c'est de ne pas discriminer les accès. Mais je pense qu'on sera à un moment donné obligé de prioriser nos usages pour pouvoir satisfaire ce dont on aura strictement besoin pour vivre en société, par rapport à des services vitaux, par rapport à des services qui sont peut-être liés à d'autres applications comme celle du divertissement. Il faudra faire la balance des intérêts et choisir, en toute connaissance de cause, la façon dont on voudra vivre, connecté ou pas. Et un peu moins connecté, c'est sans doute un peu moins de problèmes à résoudre. Guillaume Pitron, vous y êtes favorable également ?
Est-ce qu'il faut mettre des priorités ? C'est une immense question. Moi, je pense qu'à un moment, il va falloir réfléchir à la question de la priorité des usages. C'est pas la technologie qui va nous empêcher d'avoir toujours plus accès à Internet. Un câble sous-marin de Google, le Dunan, dont j'ai assisté à la pause, est épais comme un tuyau d'arrosage. Et dans ce câble-là, on fait passer chaque seconde 3 fois toutes les informations qui se trouvent dans la bibliothèque du Congrès américain à Washington. Donc, il suffit de remettre un nouveau câble et de construire un nouveau centre de données, et on va toujours plus pouvoir profiter d'Internet, jouer à Internet. Donc, en fait, je ne vois pas de limitation technologique à cette possibilité d'aller vers toujours plus Internet. Si on pose la question de la priorité des usages, c'est parce qu'il y a d'autres limites. Limites démocratiques, on considère que les réseaux sociaux, ça porte atteinte à la démocratie. Limites psychologiques, mentales, l'atteinte à notre capacité de concentration due à l'excès de consommation d'outils numériques. La limite écologique, à la 25G, où est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est dans un monde habitable, vivable, respirable ? Donc là, je pense que ces limites, elles vont effectivement poser la question de la priorité des usages. Une limite sécuritaire aussi qui va s'imposer comme... Limite sécuritaire peut-être, ça je ne sais pas, je suis beaucoup moins spécialiste, pourquoi pas, ça peut être éventuellement une nouvelle limite, mais ce ne sont pas des limites, selon moi, technologiques. On pourra toujours repousser les limites d'Internet, mais ce sont des questions politiques, sociales, psychologiques, sanitaires, écologiques, qui vont poser cette question de la limite et donc de la priorité des usages. Et que tout le monde doit se poser. Dans votre livre, vous vous adressez aux jeunes de la génération climat, vous les mettez un petit peu face au fait qu'ils se battent en faveur du climat à coups de hashtag. Vous essayez de les secouer un petit peu, de secouer le cocotier. Encore une fois, Solence Garnaouty le dit, notre vidéo, ensemble, peut-être qu'elle est nécessaire ce soir pour une prise de conscience. J'ai envie de croire que je pollue, certes, toujours, mais c'est à bon escient. Le hashtag de la génération Greta, il est utilisé à bon escient. Il est utilisé pour faire prendre conscience. En ce sens, il est bien. Mais face à ce hashtag, il y a quoi ? Il y a une surconsommation d'interface. Un jeune, aujourd'hui en France, à 18 ans, il a déjà eu 5 téléphones portables dans la main. Il en est à son 6e. C'est une surconsommation de toutes sortes de produits, de vidéos, de réseaux sociaux. Avec quelle utilité ? Et donc là, on voit bien qu'il y a une surconsommation pour peut-être des usages qui sont plus futiles par rapport aux usages utiles. Et donc oui, il faut mettre la génération Greta face à cette contradiction. Oui, il y a moins de pollution, mais attention, vous ouvrez et vous participez d'un nouveau chapitre, de l'ouverture d'un nouveau chapitre de la pollution humaine. Et soyez-en conscients et faites attention à ce que vous ne repreniez pas d'une main ce que vous avez donné de l'autre. Le monde est hyper connecté et globalisé. Solange Garnaouty, est-ce qu'on peut encore arrêter la machine du numérique ou la ralentir ? En tous les cas, cette prise de conscience de la finitude des ressources de la planète et de problèmes du climat, de la biodiversité, de préserver un environnement du vivant qui soit vivable pour tous, est une considération qui sera un levier de prise en compte des limitations à mettre sur le numérique. Parce qu'effectivement, on voit bien que cette économie du numérique est sans fin et on est dans cette logique de toujours plus et de fuite en avant technologique et au regard d'un problème qu'il faut absolument résoudre si on veut continuer à vivre ensemble le mieux possible sur la planète. Donc je pense que là, on va être face à nos contradictions et à des choix de société majeurs et peut-être de questionner non pas que l'écologie, mais l'économie du numérique et cette vision du monde interconnecté et surtout de notre dépendance aux technologies, mais aussi aux fournisseurs. Il ne faut jamais oublier qu'un objet connecté est avant tout connecté à son fournisseur. Et c'est se poser la question de cette dépendance et des interdépendances des infrastructures critiques et de se reposer peut-être la liberté en ces termes-là par rapport aux technologies. C'est des technologies qui peuvent donner du pouvoir et de la puissance, mais qui peuvent mettre à mal certains droits humains. Guillaume Pitron, très rapidement pour conclure, un geste pour limiter cette pollution. Je fais quoi ? Je vide ma messagerie tous les soirs ? Gardez votre téléphone portable le plus longtemps possible. Aujourd'hui, un téléphone portable, ça dure quoi ? 1 an et demi, 2 ans ? Si vous le gardez 3 ans, 4 ans, parce que vous le réparez, parce que vous changez la batterie, ça déjà, ça va permettre de rallonger la durée des produits électroniques et c'est un immense geste pour la planète que de le faire. Guillaume Pitron, auteur de L'Enfer numérique, voyage au bout d'un lac, merci à vous et merci Solange Garnaouty d'avoir été avec nous depuis Genève dans 64 minutes.